Pourquoi un livre sur le Zimbabwe? Pourquoi ce titre-là? Bon, on va dire que le Zimbabwe, je ne l'ai pas forcément choisi au départ. C'est peut-être finalement le Zimbabwe qui m'a choisi. Et ça m'a fait plaisir d'être choisi par le Zimbabwe. En fait, moi, j'étais à Paris en 2006. On a fait un master. Donc, j'ai fait un master avec ma charmante amie qui est assise là avec nous. Et on devait tous, je savais très bien en choisissant de faire ce master que on devait effectuer un séjour en Afrique de 3 à 6 mois. Bon, à l'époque, je savais, ça faisait partie un petit peu des choses qui m'arrangeaient aussi dans ce parcours-là parce que j'avais envie de retourner en Afrique, mais autrement. Parce que je suis africaine et j'y retourne souvent, notamment au Cameroun, mais j'avais envie de faire un retour un petit peu obligé ou guidé un petit peu vers l'Afrique. Et à ce moment, quand la période de stage s'est plus ou moins présentée, il fallait choisir. Moi, je savais que je voulais pas partir au Cameroun parce que c'était la chose la plus simple, c'était ce qui semblait logique, mais moi, je voulais pas du tout faire ça parce que je voulais découvrir autre chose, je voulais partir vers des horizons nouveaux et découvrir quelque chose de différent. Donc, au départ, j'avais pensé au Ghana. Je pense qu'au début, c'était vraiment le Ghana qui me tentait vraiment. Bon, j'ai pas pu avoir de contact, donc il fallait faire vite parce que le temps passait. Et après, j'ai eu une proposition pour la Tanzanie. Malheureusement, le contact a eu quelques soucis familiaux, donc entre deux, j'ai un contact au Zimbabwe qui m'a écrit et puis les choses sont allées très vite et finalement, ça a été le Zimbabwe et j'ai fait mon sac et je suis partie au Zimbabwe. Moi, je pense que c'est surtout la culture et la façon de vivre qui m'intéressait. Au-delà même de la langue, bon, j'avais effectué un séjour aux États-Unis de 3 mois, j'aurais pu aller en Angleterre. Ça paraissait quand même beaucoup plus proche géographiquement que de me retrouver au Zimbabwe juste pour la proximité de la langue. Mais c'était surtout la culture qui m'intriguait. C'est-à-dire, il était important pour moi parce que je lisais beaucoup et que je me rendais un petit peu compte quand même qu'on n'avait pas les mêmes façons de se positionner, on n'avait pas les mêmes façons de comprendre l'Afrique même finalement. C'est-à-dire d'un côté, moi je venais d'une Afrique francophone avec ses codes, avec sa façon d'être, de penser, avec ses liens avec la France qui justifiait d'ailleurs que je me retrouve en France et pas en Grande-Bretagne ou ailleurs. Et j'avais justement envie de partir dans un pays qui était très différent du Cameroun, qui me posait d'autres questions, qui peut-être m'aidait aussi à comprendre un petit peu le système de colonisation totalement différent, parce que je me souvenais encore de mes cours d'histoire où on parlait de la règle d'indirect rule dans le système anglophone et tout ça. Donc j'étais vraiment j'avais très envie de découvrir un petit peu ça. C'était surtout la culture, la politique aussi, parce que je mentirais, pour ceux qui m'ont lu d'ailleurs, si je disais que je m'intéressais pas aussi à ces choses-là. Donc c'est un peu tout ça qui m'a amené vers, pas forcément l'anglais, mais c'est vrai que l'anglais aussi c'était important parce que ça me permettait pendant quelques mois de pratiquer, comme on dit souvent, un petit peu mon anglais, mais c'était surtout d'autres valeurs qui m'attiraient. Quand je me suis mise à mettre mon vécu sur mon ordinateur, quand je me suis mise à taper un peu tout ça, c'était pas dire je raconte mon voyage au Zimbabwe. C'était surtout peut-être me servir de ce moment-là pour communiquer sur ce que je vivais là-bas. Parce que bon, en étant au Zimbabwe, je vivais aussi dans un cercle très fermé qui m'a amené à penser beaucoup. C'est d'ailleurs ce que je dis dans le livre et d'où d'ailleurs même le livre finalement. Ça m'a permis peut-être de réfléchir un peu plus ardemment, ce que je faisais déjà même pendant le master, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais toute seule au Zimbabwe, je n'avais pas de lien direct avec l'université ou avec ma famille qui était très loin, parce qu'en étant au Zimbabwe, j'étais encore plus loin du Cameroun qu'en étant en France. C'est-à-dire, j'étais vraiment partie très très loin. J'étais très loin de toutes mes collègues qui étaient tous en Afrique de l'Ouest, qui se voyaient, qui faisaient des fêtes ensemble, alors que moi j'étais là tout au fond, quoi. Donc je pense qu'il y avait cette solitude-là, et puis ce désir peut-être de partager, de me dire, bon, comme je suis loin, il faut quand même que je garde le lien avec les autres, et garder le lien avec les autres, je pouvais le faire qu'en écrivant.
pouvoir ressortir un petit peu tout ce qui bouillonnait en moi et qui aurait pu éclater et faire que je revienne jamais du Zimbabwe, quoi. Donc, fallait trouver une façon de partager avec les autres. Donc, on peut dire un récit de voyage, mais c'est surtout aussi, pour moi, un récit de plusieurs pensées qui m'ont habité quand j'étais là-bas. C'est-à-dire, je raconte un peu comment j'en suis arrivée là, comment j'ai pu réfléchir beaucoup là-bas et pourquoi et qu'est-ce que j'en ai tiré un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu cette partie où je raconte le voyage en lui-même et cette partie où je réfléchis parce qu'au fond le voyage me permet de beaucoup réfléchir. Donc il y a un peu un lien et c'est pour ça peut-être qu'il y a ces deux parties-là qui finissent par jaillir toutes seules, quoi. Et moi j'arrive à Harare le 19 avril. Et le 18 avril, donc pendant que j'étais dans l'avion, parce que je pars de Londres le 18 avril au soir, je pars de Paris vers 16h, j'arrive à Londres, et puis à Londres, je prends un avion le 18 avril, mais j'arrive que le 19 avril au matin. Donc pendant tout mon voyage, en fait, le Zimbabwe fêtait son indépendance. Donc quand je sors de l'aéroport à Harare, qui est un aéroport très très beau, François y est allé il n'y a pas longtemps, donc j'ai eu le temps de voir, et que je traverse la grande avenue de l'indépendance avec toutes les banderoles, avec les drapeaux, avec la photo de Mugabe et des invités, chefs d'État africains qui avaient été conviés aux festivités. Donc c'est un bonheur, moi qui connais pas ça, parce que même au Cameroun, bon, j'ai vécu les fêtes d'indépendance, déjà j'ai pas de souvenirs. Tout autre chose. Donc voilà, j'arrive dans un pays avec des banderoles, tout qui fête son indépendance. Et puis quand je pose la question, parce que il y a une chose que j'oublie de dire, c'est que quand je pars de la France, je connais très peu de choses du Zimbabwe. Mais vraiment très très peu de choses. C'est-à-dire que je vais sur Internet, je regarde un peu, je regarde la monnaie, je regarde le temps qu'il va faire quand je vais arriver. À peu près, plus ou moins, on voit qu'entre deux, j'ai vécu un peu en Europe et que je commence à penser à ces choses-là. C'est tout que ça m'a pas beaucoup aidé parce qu'après l'hiver, c'était très dur. Je savais déjà pas qu'il y avait des pays d'Afrique où il y avait l'hiver, alors je vous dis pas, c'était la catastrophe. Bref, il y a plein de choses comme ça, on va échanger plus tard. Et donc j'arrive et je savais pas que je voyageais le jour de l'indépendance, donc j'arrive ce jour-là et je me rends compte qu'en plus c'est 26 ans et moi je vais fêter mon 26e anniversaire dans ce pays-là. Donc si vous voulez, c'est déjà quand même une rencontre, voilà, c'est une rencontre amoureuse entre ce pays-là et moi. Et c'est pour ça, plus tard certains diront que je suis tombée amoureuse de ce pays. C'est vrai que ce pays aussi m'a, sans le vouloir, plus ou moins bien accueilli quand même, parce qu'arriver avec des banderoles dans un pays, c'était pas pour moi, mais bon, j'en ai quand même eu droit, quoi. Donc, Bon, je vais te poser une question très politique, très générale, et qui me fait d'ailleurs plaisir, parce que vous êtes la première personne que je rencontre qui vient du Zimbabwe. Chacun ici, vous comme moi, sait comment Monsieur le Président Robert Mugabe est vu par la France et compagnie comme le plus grand diable du monde, sans qu'on ne sache vraiment si c'est vrai. Bon, mes propos m'engagent et je suis responsable de ce que je dis et je les tiendrai n'importe où. Il suffit que M. Mugabe commence à faire une redistribution de terres au Zimbabwe maintenant pour que Sarkozy, Tony Blair et consorts voient en lui le plus grand dictateur qui n'existe pas au monde. Est-ce que avec votre vécu zimbabwéen, comment pouvez-vous analyser ce problème? C'est l'une des rares questions où j'ai vraiment essayé de prendre position de façon très précise. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre au moment où je l'ai fait, sachant que mon public était là. C'est-à-dire, quand je parle de mon public à ce moment-là, c'était pas par rapport au livre, puisque j'avais pas une idée d'écrire le livre, c'était par rapport à toute cette liste de personnes à qui j'envoyais mes aventures, entre guillemets, au Zimbabwe. Et c'était un public très large, et je connaissais un petit peu c'était quand même un peu risqué. Et c'est pour ça, je pense qu'à un moment, il fallait prendre autorité et dire exactement ce que je pensais, parce que je savais que j'aurais des retours assez vite, parce que c'était un public majoritairement français, avec donc européen, donc c'était. Mais moi, il était important. Pour moi, les choses étaient claires et il était important que je les dise telles que je pensais. Donc c'est pour ça, à un moment dans le livre, je dis bon, bah c'est tout. Ça passera ou ça passera pas, mais voilà comment je comprends cette affaire. Pour moi, cette histoire de la Land Reform, qui est un petit peu le grand problème qui finalement va entraîner le Zimbabwe dans la situation qu'elle vit aujourd'hui, c'est cette histoire de la Land Reform. Et à un moment, je dis, mais la Land Reform, s'il faut resituer, je vais pas vous faire une histoire de la Land Reform, parce que moi, j'ai essayé de comprendre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'en parle
que dans ma deuxième correspondance. C'est-à-dire, quand je suis arrivée au Zimbabwe, forcément, c'est la question que tout le monde me posait. Venant d'ici, les gens me demandaient, alors, qu'est-ce que t'en penses? Et tout. Je fais, non, moi, en partant d'ici, j'avais jamais cherché à comprendre. J'entendais comme beaucoup ce problème au Zimbabwe. Plus ou moins, on était choqués quand on regardait les images à la télé en se disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'en prends pas parti. Au début, je dis rien. Je dis, je vais poser des questions, je vais essayer de comprendre, je vais me renseigner, je suis allée sur Internet, j'ai lu, donc j'ai essayé de bien comprendre ce qui se passait. J'ai vu aussi, parce que quand je voyage, quand même, j'ai eu la chance, parce que je travaillais dans une grosse ONG, parce que Plan, j'en parle pas dans le livre, mais bon, c'est de Plan, pour qui je travaillais, c'était quand même la deuxième grande ONG au Zimbabwe après dans le milieu de santé et éducation, après l'UNICEF et l'UNESCO, donc après les Nations Unies. Donc en matière de moyens, en matière de logistique, Plan avait quand même les moyens. Donc grâce à ça, j'ai pu voyager beaucoup à l'intérieur du pays. Et quand j'ai pu voir un petit peu, par exemple, la répartition des terres, les Noirs qui avaient été renvoyés dans des régions où rien ne poussait, ou dans des grandes montagnes qui avaient été plus ou moins poussées là-dedans, sachant que les grandes fermes avaient été récupérées par tout le monde. Donc il y a aussi ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on peut lire, au-delà de ce qu'on peut entendre, il y a aussi ce que j'ai pu voir. Et à un moment, je suis obligée de me faire une idée. Je suis obligée à un moment de me dire, mais pourquoi cette question va se poser de façon si forte au niveau international? Est-ce que finalement, c'est pas parce que c'est des terres qui ont été spoliées, en fait, qui ont été prises un pourcentage de blancs, sachant quand même qu'au Zimbabwe, ça représentait 98% de terres cultivables qui appartenaient à 2% de la population blanche. C'était quand même énorme, je veux dire. Et c'est pour ça que je dis, sur un sujet comme ça, à moins d'avoir envie d'être vraiment démagogue et de ne pas voir les choses, on ne peut pas dire que c'est un mauvais système, on ne peut pas dire que le principe en lui-même est un mauvais principe. C'est-à-dire, c'est un principe qui s'oppose au Zimbabwe, c'est un principe qui s'oppose d'ailleurs en Afrique du Sud. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Thabo Mbeki a aussi un peu de mal à régler cette histoire et a même d'ailleurs beaucoup plus de mal à être le médiateur dans le sens que voudrait la Grande-Bretagne, les États-Unis, parce que c'est le même problème qui se pose en Afrique du Sud. Donc, quand moi j'ai vu tout ça, pour moi il était important de dire ce que je pensais. Je trouvais que c'était injuste. Et sachant surtout que la lutte pour l'indépendance avait été menée aussi sous cet angle-là, c'est de dire on s'est battu pour récupérer nos terres, on s'est pas battu juste pour la fin d'une domination blanche. On sait quand ce qu'ils appellent là-bas les héros de la nation se sont battus, l'une des revendications c'était remettez-nous nos terres, nous on veut récupérer nos terres. Donc à partir du moment où il y a des gens qui se sont battus pour ça, où il y a tout un pays qui a quand même porté cette volonté-là, moi je pense qu'il était clair. Et d'ailleurs quand on signe les accords avec la Grande-Bretagne à l'époque, voilà, à l'époque avec Margaret Thatcher, cette question-là était claire, elle était posée, elle était écrite, et le gouvernement britannique devait financer la restitution des terres, ce qu'ils ont appelé le willing buyer, willing seller. Donc willing seller, willing buyer, donc une volonté de vendre, les terres devaient être rachetées, et c'est pour ça que le gouvernement britannique devait financer une partie, parce que beaucoup de Noirs n'avaient pas forcément besoin de la terre en elle-même. Il y en a qui se seraient contentés de récupérer l'argent de la terre et auraient laissé la terre aux fermiers blancs Donc c'est quand ce système-là a été remis en cause, mais ça on n'en parle pas beaucoup, c'est quand ce système est remis en cause par le gouvernement de Blair qui arrive et qui a d'autres priorités et qui demande d'ailleurs à sa jeune secrétaire qui s'occupait des affaires africaines et notamment de l'ex-Rhodésie à ce moment-là, de laisser tomber cette affaire. Il n'est pas question pour lui d'accompagner ce processus-là. C'est à partir de là que les choses vont commencer à dégénérer un petit peu. Mais sinon, au départ, selon ce que j'ai lu et entendu, il n'y avait pas de discussion à ce niveau-là. Donc, pour moi, il était clair de dire que non, moi, l'affaire de la Land Reform, je trouve que la façon dont la communauté internationale a réagi, c'était pas la meilleure attitude à faire. Bon, là où j'essaye aussi quand même de partager un petit peu les torts, c'est de dire, est-ce que Mugabe aussi n'a pas été un peu naïf dans le processus? C'est-à-dire que, et c'est là où je me suis posé des questions, tout à l'heure tu parlais de politique, c'est là où je me pose aussi un petit peu quelques questions par rapport à la stratégie des hommes politiques africains. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a vu venir
l'affaire ou est-ce qu'il s'est laissé envahir par les problèmes du moment? Parce que Mugabe, faut pas l'oublier aussi, par rapport à ce que j'ai entendu là-bas, il se saisit de la question de la réforme entre les années 90 quand ça bouillonne un peu partout en Afrique. Donc il a des opposants qui commencent à parler un peu fort, la population qui, comme partout en Afrique, commence à dire bon bah Mugabe, on veut plus voir ta tête et tout. De toutes les façons, en plus tu nous avais promis nos terres, on les a toujours pas. Alors que ta femme et toi, et d'ailleurs il parle de ça exactement comme ça au Zimbabwe, alors que ta femme et toi vous allez faire vos courses en Grande-Bretagne, et nous dans tout ça, qu'est-ce que tu fais de nos terres et tout ça. Donc Mugabe a face à lui une contestation qui commence à jaillir, et à ce moment-là, il faut céder quelque chose, il faut donner quelque chose à ce peuple qui commence à s'énerver, à se fâcher, et c'est à ce moment-là que Mugabe, plus ou moins dans une sorte de, comment on va dire ça, d'amateurisme et tout ça, va plus ou moins laisser faire ou orchestrer un système de restitution de terres qui, à mon avis, était mal négocié déjà en soi. Pour ma part, je pense que c'est un processus qui n'a pas été préparé, qui a souffert d'autres réalités et qui malheureusement a conduit à une situation aujourd'hui humainement catastrophique pour le Zimbabwe et même pour toute l'Afrique, parce que le Zimbabwe était quand même l'un des moteurs de l'Afrique australe. Quand on se rend compte aujourd'hui que le Zimbabwe est devenu l'un des pays les plus pauvres dans la planète. Je suis ça me fait souvent rire aujourd'hui quand j'ouvre la radio, j'entends RFI ou bien toutes les autres chaînes de télévision dire que le Zimbabwe a une inflation de 800%. Moi, je pense que il est de l'intérêt des Africains, surtout des intellectuels, de prendre certaines choses, c'est-à-dire de savoir gérer les problèmes à la sauce. Ouais. Parce qu'il paraît banal. Monsieur Mugabe est président depuis pratiquement 83. Ouais. C'est quand il engage la réforme de la terre que Tony Blair, George Bush et consorts trouvent qu'il est un méchant président. De toute façon, est-ce que ça ne rejoint pas toujours... C'est ce qu'il le dit, parce que cette phrase, Mugabe le dit aussi très bien. Mugabe dit I became the... Oui, il est devenu... On le caricature parce que l'Occident a même tenté de l'empêcher de se rendre aux d'ailleurs, jusqu'en 85-86, quand on regarde les classements, d'ailleurs tout ce qui est démocratie, processus démocratique, le Zimbabwe est bien classé. 2 semaines d'ailleurs, j'ai vu un rapport qui était très amusant dans l'histoire. C'est-à-dire que un rapport des Nations Unies qui sort 2 semaines avant le processus, qui classe très bien le Zimbabwe. Et quelques jours après, le Zimbabwe avait complètement l'idée sur laquelle il nous revient à nous Africains de nous battre pour notre développement. Ça ne viendra jamais de la France ni des États-Unis. Donc je pense que déjà quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on est peut-être un peu plus attentif. C'est-à-dire déjà on est moins distrait. On est moins distrait parce que... Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai pas voulu aller au Cameroun. C'est-à-dire je voulais être dans un milieu où je regardais les choses avec des yeux nouveaux. C'est-à-dire je voulais presque cette virginité-là, excusez-moi le terme, mais je voulais être dans un milieu où j'avais pas d'a priori, où je découvrais tout. Et quand on est dans son pays, malheureusement, on est toujours plus ou moins influent. Moi, je vois depuis que je suis revenue, enfin depuis que j'ai écrit le livre, c'est vrai que j'ai quelques articles qui ont suivi là assez récemment, où il y en a un d'ailleurs sur le Cameroun qui est très précis, mais qui est très dur. Alors que je suis pas sûre que je pouvais être aussi dure avec le Zimbabwe. Il y a aussi des faiblesses et des forces. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi, et il faut le dire, que au Zimbabwe, je suis un peu obnubilée aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de lune de miel quelque part. Et dans ces moments-là, on a plutôt d'autres sentiments qui jaillissent. Alors que quand je vais au Cameroun, ou quand j'ai écrit cet article sur le Cameroun, que je t'invite à lire d'ailleurs, mais c'est un article très dur, très dur. Et parce qu'il est écrit sur mon pays, il a entraîné aussi des réactions très dures à mon endroit, même dans ma famille. Même mon père a eu peur en lisant cet article, en me disant « Ouh là là, ma fille va plus revenir au Cameroun, tu vas te ficher à l'aéroport et tout ça. » Alors que j'aurais écrit des choses comme ça sur le Zimbabwe, personne ne m'aurait tenu ces propos-là. Donc quand on écrit sur son pays, on vit autrement les choses. Soit on est très dur parce que ça nous touche. Je dis pas que le Zimbabwe me touchait pas, mais on parle là encore plus avec ses tripes. Et ceux qui nous lisent aussi en partant de quelque part. Et malheureusement de chez nous, ils sont encore plus durs avec nous. Donc ouais, j'aimerais bien écrire sur le Cameroun, pourquoi pas, mais j'aimerais avoir l'occasion de prendre les choses sous un angle très, comment dire, si je pouvais
prendre les choses d'un angle, sous un angle, je ne dirais pas ce que personne n'a jamais fait, puisque je suis sûre qu'on a tout fait, tout a été inventé. Mais j'aimerais avoir une autre façon d'écrire sur le Cameroun. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé cette façon-là au point d'en écrire un livre. Pour le moment, je me contenterai des articles comme je le fais. Donc le livre en lui-même, il est divisé donc en deux parties, comme je vous le disais. Donc une première partie qui parle un petit peu de tout ce que j'ai vécu, de ce temps passé au Zimbabwe, l'arrivée, la découverte du pays, les premiers contacts avec les Zimbabwéens, le stage, j'en parle pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Je raconte comment je suis accueillie à l'agence de plan, ce que je dois faire dans le cadre de mon stage, les personnes que je vais rencontrer, pourquoi à un certain moment, parce que l'avantage que j'ai eu au Zimbabwe aussi, c'est de pouvoir rencontrer beaucoup d'autres Africains. J'ai vu des Ghanéens, des Kenyans, d'ailleurs mon superviseur était un Kenyan, donc j'avais cette chance-là aussi. J'ai rencontré des gens qui venaient d'un peu partout, des Américains, des Anglais, donc c'était vraiment aussi un séjour fait de rencontres. Donc dans cette première partie, je raconte un petit peu tout ça. Je parle des projets sur lesquels j'ai travaillé, donc notamment j'en parle de deux plus grands, notamment ce qu'ils appelaient le projet Cycle of Hope, donc le cercle de l'espoir, qui est un très très grand projet sur lequel j'ai travaillé dans la deuxième partie de mon séjour au Zimbabwe. Et le premier projet qui n'est pas allé très loin, mais qui m'a donné aussi à réfléchir beaucoup, c'était par exemple le projet Back to School Campaign. Donc, ça m'a permis de vivre des réalités très dures, très fortes. Je pense notamment à la réalité du sida. On parle du Zimbabwe, on parle beaucoup de la land reform, de tout ce que ça entraîne, mais il y a aussi des mots très durs au Zimbabwe. Le sida, c'est quelque chose de grave au Zimbabwe. Quand je suis arrivée, c'était l'époque où le Zimbabwe était à 21%, le taux de prévalence était à 21%. Je crois que le deuxième après l'Afrique du Sud. Donc c'était impressionnant. Et moi, tous les jours, je travaillais. Quand on descendait dans les villages, dans les maisons, presque 60% de gens étaient des gens malades. C'est-à-dire que les personnes avec qui on discutait, les enfants, c'était soit des enfants malades, soit des enfants de parents malades qui vivaient avec cette réalité-là. Donc ça aussi, déjà, pour moi, c'était une réalité nouvelle parce que au Cameroun, j'avais jamais eu cette proximité, en France non plus d'ailleurs, j'avais jamais eu cette proximité-là par rapport aux personnes malades ou atteintes de sida. Donc c'était quelque chose de très dur aussi psychologiquement et surtout quand on est jeune, on a l'impression que la vie, elle est simple, on se dit, mais en fait, tout tient sur un fil, quoi. Et donc, c'était très difficile. Et puis, de voir aussi comment le pays, malgré ses difficultés financières, essayait de se battre avec les organisations internationales, UNICEF, Plan et d'autres, pour essayer d'enrayer un peu cette spirale-là, quoi. Donc, c'était pas facile. Il faut avoir des enfants qui, à 16 ans, étaient des chefs de famille parce que le père, la mère étaient décédés, il n'y avait plus personne, donc il fallait les aider en tant que head of family à s'occuper de leurs frères de 7, 8 ans, 4 ans, abandonnés par les parents. Et voir aussi ce qui était très difficile, des grands-mères qui étaient devenues qui avaient pris la place des parents, puisqu'il n'y avait plus de parents. C'est comme ça que j'ai eu des images qui m'ont traumatisée et qui peut-être me suivront encore toute ma vie, de ces grands-mères qui, par exemple, j'en parle dans le livre de cette grand-mère qui vient à une distribution, parce qu'à Plan, on faisait des distributions de nourriture. Donc, parlant de distribution de nourriture, une des catastrophes aussi au Zimbabwe, parce qu'une catastrophe n'arrivant jamais seule, c'est la sécheresse. En 2003, c'est 2002-2003, c'est des grandes années de sécheresse, donc le pays perd toute son autonomie céréalier, donc qui tombe complètement dans une dépendance vis-à-vis du programme alimentaire mondial et de tous les dons qui peuvent venir. C'est vrai que sur cette question-là, il faut quand même présenter. Moi, je présente les choses ici de façon très légère, mais il faut savoir que selon comment ça est présenté, ça peut souvent être mal pris, parce que je me souviens d'ailleurs à ma soutenance de mémoire, l'un des membres du jury avait dit ouais, c'est trop facile de dire ça, parce que est-ce que la sécheresse, c'était pas plutôt une excuse qu'avait pris le Zimbabwe pour cacher les effets de la land reform, parce que sachant que les fermiers avaient perdu
ferme et que le taux de production du Zimbabwe, tout ça avait... Donc, ça dépend. Donc, moi, je le dis comme ça, mais sachez qu'on peut présenter les choses autrement aussi. Je dis ça pour vous, si vous avez l'occasion de parler du Zimbabwe, quoi. Mais bon, moi, l'idée que je m'étais faite et... je travaillais avec Plan International et j'avais pas entendu d'autres sons de cloche. Moi, l'idée que je m'étais faite, nous, dans nos rapports, quand on essayait de présenter un projet sur l'aide alimentaire qu'on attribue aux familles, on parlait toujours des problèmes de sécheresse et des problèmes macroéconomiques du pays. Donc la sécheresse, nous on en parlait. C'était pas seulement l'excuse. Et puis ça se voyait même quand on allait dans les villages, on voyait quand même que les champs étaient complètement secs et qu'il n'y avait pas grand-chose. Et sachant aussi que quand un pays traverse une grosse crise comme ça, ceux qui ont travaillé dans ces domaines-là peuvent vous le dire, c'est pas facile de reconstituer le stock. C'est-à-dire que vous pouvez même débarquer en saison de pluie, tout ce qu'il faut. Il faut des fois 2, 3, 4, 5 ans pour pouvoir reconstituer le stock. Ça se fait pas comme ça à la prochaine saison des pluies, aux prochaines semailles. Donc, c'est pour ça, justement, les organisations internationales installées dans ces pays-là, très souvent, vont accompagner le processus pendant 3, 4, 5 années. Donc ça, c'était des réalités de ce séjour-là que j'en parle. Donc c'est parlant de cette grand-mère. Donc voir cette grand-mère qui accompagne son petit-fils et elle n'est pas dans les listes et on peut pas lui donner tout de suite parce qu'elle n'est pas dans les listes. Il faut favoriser. Et puis ce regard de cet enfant qui tire sa grand-mère et qui comprend pas. C'est-à-dire la grand-mère a bien compris le système de liste et tout ça. Elle sait très bien qu'elle n'est pas inscrite. Donc elle est un peu en retrait en attendant que ceux qui sont dans les listes et d'abord, et puis le petit enfant qui comprend rien, qui se dit mais ma grand-mère, est-ce qu'elle pense à ce soir, est-ce qu'elle se demande ce qu'on va manger ce soir, et qui tire la grand-mère un petit peu en ayant un regard, mais qu'est-ce qui se passe et que je comprends pas quoi. Et j'en parle en souriant aujourd'hui, mais moi c'est des choses qui m'ont vraiment fendu le cœur, parce que tout à l'heure tu me disais, on parlait du Cameroun, c'est des choses que j'ai pas vécu de cette façon-là au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, mais pourtant au Zimbabwe, j'étais assez proche des situations aussi dures, aussi pesantes, et donc je raconte un peu tout ça dans la première partie du livre, et puis je parle aussi donc des choses plus ou moins simples, un anniversaire à fêter là-bas, un moment de plaisir dans les fameux 26 ans que je fête là-bas. Bon, c'est aussi des moments de joie au Zimbabwe, et d'ailleurs quand il a fallu faire une introduction à ce qui était devenu finalement un livre, il fallait trouver un point qui essaye de rassembler un peu ces parties-là, parce qu'au début c'était pas un livre. Maintenant que j'avais tout mis dans un livre, il fallait aussi essayer d'introduire un peu tout ça. Et finalement j'ai été très contente de l'angle que j'ai pris. C'est vrai que je suis pas... C'est pas que je suis narcissique ou je sais pas quoi, mais ça m'a fait plaisir de partir peut-être de ce côté humaniste. Et je pense que, rejoindre un peu ce que François disait, au-delà des races, au-delà de nos milieux, d'où on vient, ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, on est humainement interpellé. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'homme ici. Il s'agit de moi, la femme, qui suis interpellée quand je vois un enfant qui a faim, qui est complètement dénudé. Moi, l'homme, qui suis interpellé quand je vois ce frère qui souffre, ce vétéran qui croyait qu'il avait tout donné et que l'heure de la joie, l'heure des partages. Et c'est pour ça que je parle d'ailleurs des désillusions, des indépendances. Quand je vois ces jeunes qui ont 26 ans comme moi, au Zimbabwe, les gens qui ont 26 ans, donc ceux qui sont nés après 80 et compagnie, qui avaient 26 ans comme moi à cette époque-là, on les appelait les born free. C'est quand même un terme lourd de sens. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui était né libre. C'est-à-dire appeler une génération les born free, c'est dire un peu tout l'espoir qu'on avait placé dans cette indépendance, de se dire tout devenait possible, pour reprendre certains hommes ou femmes politiques. Après, il y a les indépendances, les Zimbabwéens y avaient vraiment cru. Et là, on vivait dans quelque chose de complètement différent de tous les rêves qui avaient été portés. Donc, discuter avec ces jeunes-là, c'était aussi des moments très très durs. Et c'est pour ça peut-être qu'à un moment, quand je finis ce récit-là, je suis forcément obligée de rebondir sur des questions de développement. Parce que le Zimbabwe, finalement, et c'est ce que tu disais à juste titre, pose exactement plus ou moins les mêmes questions que posent tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire que le problème du chômage, de l'éducation, la fuite des cerveaux, parce que au Zimbabwe, la fuite des cerveaux, ça va être aussi une grosse calamité à ce moment-là, parce que comme le pays tombe complètement
comment dire ça, dans le marasme, bah, les premiers à fuir, c'est les intellectuels. Les infirmières qui vont partir en Grande-Bretagne, d'ailleurs pour beaucoup en Afrique du Sud, beaucoup vont partir. Donc le pays va se retrouver, sachant que le Zimbabwe était l'un des plus grands pays en matière d'éducation. Le Zimbabwe en Afrique australe avait le taux le plus élevé d'intellectuels dans la région. Et c'est curieux même quand on pense à l'Afrique du Sud à côté, tout ça, de se dire que le Zimbabwe c'était vraiment une sorte d'Eldorado intellectuel en Afrique australe. Donc on a tous ces gens-là qui vont partir. Les universités vont se vider. L'université du Zimbabwe, qui est l'une des plus grandes universités aujourd'hui, est devenue l'une des dernières universités en Afrique australe, quoi. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a une université africaine qui essaye de faire vivre le pays, mais l'université zimbabwéenne aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même, quoi. Et donc forcément, je rebondis sur ces questions de développement. Je rebondis forcément parce que je fais un master à ce moment-là aussi, il faut l'expliquer, qui traite des questions de développement. Donc je suis obligée, naturellement, de parler de... Je parle de la dette, forcément, plus ou moins, des problèmes de capacité d'absorption. Je parle de la place des ONG et des organisations internationales dans le développement en Afrique. Et au Zimbabwe, c'est criard, on va dire. Finalement, le Zimbabwe me sert un petit peu de terrain d'étude, je pense. Mais au Zimbabwe, j'ai une anecdote que je raconte aussi d'ailleurs dans le livre. Je me souviens d'une rue au Zimbabwe dans laquelle des deux côtés, il n'y avait que des ONG. Que des ONG. Au Zimbabwe, on pouvait dénombrer plus de 200 ONG. Avec tous les problèmes que je vous raconte, dites-vous quand même que les problèmes restaient les mêmes. Pourtant, à Harare, rien qu'à Harare, on avait un nombre incalculable d'ONG. Donc, je me pose aussi, et je crois que ma question elle est légitime, la question de savoir, mais c'est quoi le rôle exact de ces ONG, de ces organisations internationales qui pullulent en Afrique? Ce sont les sentinelles de l'ONU, de la France et de l'Angleterre. Donc, et je pense que ma question, elle était pas naïve du tout. On se demande, mais comment avec autant d'ONG, autant d'organisations internationales présentes, les problèmes peuvent rester aussi grands? Pourquoi on n'arrive pas à trouver de solution avec le gouvernement, avec des ONG venues de partout dans le monde? Mais j'ai vu des ONG, je peux même pas donner des noms, mais j'ai tout vu comme ONG. Aujourd'hui, quand je suis chez moi, je regarde à la télé, chaque fois qu'il y a une ONG qui se pointe, je dis, ah, celle-là, j'ai vue au Zimbabwe. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir, en vivant au Zimbabwe, fait le tour de toutes les ONG possibles qui puissent exister dans le monde. Donc, je me pose naturellement la question de savoir quel est le rôle, quelle est la place, comment faire, parce que ça veut dire que on n'est pas la solution, c'est pas de multiplier les ONG, c'est pas de multiplier la présence des organisations internationales, mais c'est d'essayer de trouver une autre solution. Et puis, je me pose aussi la question de la société civile, je me pose aussi la question de de la réalité ou peut-être même de l'efficacité des projets. Parce que déjà, moi, je travaillais dans une organisation qui avait en place plusieurs projets. Et c'est vrai qu'à un moment, on est aussi interpellé. Parce que moi, il y a une phrase que je dis aujourd'hui, parce que bon, François, il en a pas parlé, mais moi, je travaille dans quelques associations depuis presque, ça fait plus de 8-9 ans, donc c'était bien avant. Et moi, chaque fois que j'ai un Français ou n'importe qui donne 1 euro et qu'un projet doit être mis en place, moi, je me dis toujours, faites attention parce que ces 1 euro qui sont donnés, qui sont encaissés, sont comptés pour un Africain. C'est des comptés pour l'Afrique. Et moi, ça me fait mal. C'est-à-dire que ça me fait mal de me dire que ces 1 euro, s'ils sont mal utilisés, ils sont quand même comptabilisés sur le compte de l'Afrique. Donc, c'est des choses. Donc, naturellement, moi, je pense que la deuxième partie, pour moi, elle se justifie. Parce que je décris des choses, forcément, je dois réfléchir sur ces choses-là. Je pouvais pas me contenter de décrire, ouais, c'était pas beau, j'ai vécu des moments, des sentiments très contrastés, parce que je parle beaucoup de contrastes dans mon livre, entre quand je découvre les chutes Victoria, ou alors j'ai qu'une envie, c'est me faire happer par tout ça, que la vie est belle, que le monde est beau, que Dieu a été magnifique. On est happé plus ou moins par cette beauté, mais une beauté qui n'a pas de... Je sais pas, on trouve même pas de vocabulaire. Je crois que les mots qui décrivent le beau sont éphémères dans ces moments-là, tellement c'est magnifique. C'est l'autre point du livre, au moins ce côté-là. Tu n'as pas fait le safari? Si, j'ai fait le safari, je fais le Sunset Cruise sur le fleuve Zambèze, mais
c'est des moments où on a l'impression de faire un tour au paradis. T'as vu les crocodiles? Des crocodiles, des éléphants, j'ai fait tout ça. Mais c'est tellement beau, c'est tellement beau quand on se dit, mais comment c'est possible que d'un côté on ait cette beauté-là et de l'autre côté on ait cette misère, on ait ces gens qui meurent dans des conditions mais si graves et qui n'ont même peut-être jamais connu ça. Parce que quand je suis au Zimbabwe et que je décide d'aller visiter, donc je pose un peu la question à tous mes collègues à Harare, et je crois qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient déjà allés au Sud Victoria, quoi. Donc déjà pour eux c'est un luxe aussi, ils vivent dans un pays qui les appartient. Mais on dirait que seule une partie de ce pays-là les appartient. Parce que quand moi je me retrouve avec Falls ou sur le fleuve Zambèze ou à Bulawayo, très souvent, moi quand je fais le Sunset Cruise, d'ailleurs où je prends les photos, parce que cette photo c'est une des photos que j'ai prises là-bas, sur le bateau on était les 2 seuls noirs. Donc je vais voyager avec un ami zimbabwéen, on était les 2 seuls noirs. Tout le reste c'est que des occidentaux, quoi. Donc, du coup, je comprends pourquoi mes collègues me disaient « Ah, tu as de la chance d'aller visiter. Nous, on ne connaît pas, on n'est jamais allé et on n'est même pas sûr d'y aller un jour. » Je voudrais vous demander si il y a un message, un fil conducteur. Vous disiez tout à l'heure que c'est assez épars et que lorsque vous vouliez écrire l'introduction, vous avez essayé de trouver une sorte de, disons, un fil conducteur à tout cela. Et, moi, je voudrais, avant de le lire, peut-être pour conditionner ma lecture, savoir si il y a un message, même s'il est politique, même si c'est... Est-ce qu'il y a un message central Je pense que, effectivement, que je le dise, je ne sais pas si je trouverais exactement les mots pour le dire de façon si forte, mais je pense que, oui, il y a des messages dans cette démarche, dans ce livre. Le premier message peut-être que je vais ressortir et qui d'ailleurs justement est ce fil conducteur qui me permet de faire mon introduction, finalement c'est la place et la valeur de l'homme dans la société, quelle que soit cette société. C'est-à-dire comment j'ai envie de regarder l'autre, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que cet autre, qui finalement est moi aussi, c'est-à-dire que cet autre puisse, je vais pas dire être heureux dans cette société, mais trouver une place, c'est-à-dire pouvoir donner un sens à sa vie, pouvoir trouver une sorte de joie d'être là, de se dire je suis, finalement, je vis dans une société où je suis, quelle est ma place? Est-ce que je suis un homme, une femme prise en compte? Est-ce que pas mes droits? Bon, ça va faire très généralisé, mais moi je pense que si j'ai été interpellée au Zimbabwe, c'est d'abord l'homme qui m'a interpellée. C'est-à-dire que c'est dans ses souffrances, même dans la beauté. Parce que la beauté, elle est aussi très humaine. Finalement, c'est ce sens, c'est ce sentiment-là qui m'anime. C'est la place de l'homme. Quelle place je donne à l'homme? Quelle place nos sociétés, nos États africains donnent à l'homme dans cet espace-là? Donc je pense que ça, pour moi, c'est le message le plus fort, finalement, qui va entraîner certainement d'autres messages qui, à partir de là, vont naturellement se dessiner d'autres petits messages, parler de justice, parler des droits, la justice, qu'est-ce qui est juste pour l'autre, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'exister pour une partie pas trop grande parce que je dois laisser aussi un peu de place pour l'autre. Donc je pense que, et finalement si je les redécoupe, on verra toujours qu'il y a cet autre. C'est-à-dire ce sentiment de dire je suis pas toute seule, il y a un autre. Et j'ai envie que cet autre ait une place, ait sa place. Et donc c'est un peu pour ça que ce livre, je pense que j'ai eu le courage d'écrire. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment animée. Une petite autre chose, c'était de dire aussi comment pouvoir en tant que jeune africaine s'approprier un peu les choses. Comment pouvoir se définir dans ce monde qui nous paraît si fuyant, mais en même temps, qui peut être saisi, qu'on peut saisir en tant que jeune. Comment se positionner? Donc, je pense que au fond de moi, il y a dans mes écrits ou dans beaucoup de choses que je fais, il y a ce message-là de dire quand on est jeune, on peut rêver. Moi, j'ai envie de rêver et j'ai envie de voir des jeunes qui rêvent comme moi, de se dire que tout est possible quand on est jeune et qu'on peut porter des idéaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça j'ai beaucoup de gens qui me disent
oui, mais Michel, est-ce que c'est pas un peu naïf de penser telle chose ou machin? Je dis, mais quand on est jeune, c'est le moment de la naïveté. Si je ne suis pas naïve aujourd'hui, si je ne suis pas idéaliste aujourd'hui, ce n'est pas demain que je le serai. Parce que demain, je me serai mûrie de tellement d'expériences qui auront finalement eu emprise sur mes idéologies, sur mes idées. Donc, finalement, je me permets d'être naïve et rêveuse tout en sachant que c'est un moment qui ne dure qu'un temps. Et je pense, si j'avais un message à donner, si j'avais la chance d'être aujourd'hui de parler à un public de jeunes Africains là-bas que j'ai rencontrés ou que j'imagine un petit peu, c'était de dire, mais osez rêver. Rêver. C'est pas grave de rêver maintenant. C'est pas grave de se dire, le Zimbabwe, la communauté internationale, un jour peut changer, d'oser dire, oui, mais on est peut-être minoritaire à penser comme ça, mais c'est pas grave. C'est maintenant ou jamais d'être minoritaire et de rêver. Parce qu'après, on peut plus. Après, si on prend les choses, on prend des responsabilités, on devient très pragmatique. Donc, si je ne pouvais pas rêver maintenant, je ne vois pas quand est-ce que je pourrais rêver. Donc, il y a ce message-là de dire, quand on est jeune, oser rêver, et c'est pas du tout une naïveté, mais c'est un moment qui permet d'avoir de grandes pensées. Et plus tard, je pense qu'on n'a pas à rougir de ces pensées-là. Je pense, pour ma part, que je ne rougirai pas de ces pensées-là maintenant parce que je les ai eues en étant consciente que c'était un état d'esprit qui correspondait à un moment précis aussi. Et je prolonge la question. Alors, de cette expérience au Zimbabwe, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a justement en Afrique, chez les gouvernants, une sorte d'insensibilité à la souffrance humaine plus qu'ailleurs? Est-ce que c'est un fait particulier à l'Afrique ou de cette expérience vécue, vous avez le sentiment que, parce que c'est revenu quelque part dans le débat et dans les interventions, alors à vous écouter, c'est un peu comme si la politique en Afrique intègre une forme d'insensibilité à l'homme, à la souffrance humaine, et chose qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Est-ce que finalement la clé du problème qui peut engendrer justement tous les problèmes de développement dont on parle, est-ce que c'est une forme d'insensibilité à l'homme? C'est vrai que des fois je me demande, mais est-ce que ceux qui dirigent ce pays sont sensibles? Est-ce qu'ils voient ce que je vois? Est-ce que leur cœur réagit à ce moment-là comme mon cœur à moi réagit? Je pense que chacun de nous s'est posé cette question-là. Mais je pense qu'on ne peut pas traiter les hommes et les femmes politiques qui dirigent l'Afrique de façon générale. Moi, je pense que, comme partout d'ailleurs, il y a certainement un écart qui se fait entre des personnes qui ont un sens de la chose publique, un sens de l'intérêt général qui n'est pas le même. Et je pense que ça peut s'appliquer en Afrique comme partout ailleurs d'ailleurs. Mais peut-être qu'en Afrique, on a l'impression que c'est un peu plus exagéré, puisque la pauvreté elle est encore plus grande, la misère elle est encore plus effroyable. Mais je pense que si je dis oui, ce serait dommage, parce que moi, par exemple, je rêve d'être une femme politique, et j'espère ne pas changer de cœur entre deux, et j'espère ne jamais être taxée de femme qui est insensible à la vie des jeunes Africains, parce qu'aujourd'hui, quand je vois déjà comment j'ai mal pour ce peuple-là, je ne vois pas pourquoi 10 ans après, le pouvoir corrompt, on me dira. Mais bon, je ne comprends pas. Mais en même temps, on a des situations où on se pose des questions. Moi, je vois, il y a 2 semaines à peu près, il y a quelque chose qui m'a vraiment bousculée. C'était très simple. J'ouvre un article et puis je lis Monsieur Bongo veut faire une basilique au Gabon. Je ne sais pas si vous êtes au courant si vous avez vu passer l'information. Il veut construire une basilique au Gabon. Bon, quand moi j'ai lu ça, je prends d'abord le temps, je me dis, mais est-ce que ce que je viens de lire a un sens? Tout de suite, pour ceux qui ont fait du développement, machin, bon, qui en sont un peu, on va dire, ouais, c'est encore un éléphant blanc, tout ça, voilà. Mais au-delà même d'histoire d'éléphant blanc, de tout ça, moi je me pose la question, mais est-ce que Bongo se demande si son peuple a besoin, est-ce que le Gabonais a besoin d'une basilique? Est-ce que l'homme gabonais moyen rêve d'avoir une basilique dans son pays? Est-ce que c'est son rêve le plus grand? Est-ce que c'est son rêve le plus fou d'avoir une basilique dans son pays? Mais je me dis, en plus à côté, il y a des exemples. Il y a la basilique d'Houphouët-Boigny à côté. On peut faire une étude et voir quelles sont les retombées. Et puis je vais même encore plus loin. Parce que c'est pas une histoire de basilique. En fait, c'est pas
l'argent, Bongo a de l'argent pour construire cette basilique, il a de l'argent pour faire plein d'autres choses qu'il veut, mais c'est de dire même quel est le lien entre cette basilique et son peuple. Parce que là, on a un peuple animiste, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ici présents, nous avons nos parents qui sont d'origine animiste. C'est-à-dire que, est-ce que la basilique, vous prenez un Gabonais que vous allez chercher au plus profond d'un village de machin, vous lui dites que dans sa capitale, il y a une basilique. Est-ce qu'il a ce rapport au Christ? À Rome, une basilique, ça a un sens, parce qu'il y a une histoire, il y a toute une culture. Mais une basilique au Gabon, je me pose des questions. Mais je me pose des questions, pas par rapport à l'argent, pas par rapport... Mais c'est de dire, cet homme politique, est-ce qu'il prend le temps de se dire qu'est-ce qui est bon pour mon peuple? Mon peuple a besoin de quoi? Qu'est-ce qui donne du sens à la vie de mon peuple? Donc, c'est vrai que quand on voit des exemples comme ça, quand je pense qu'aujourd'hui le Gabon, tous on connaît un petit peu ce pays d'Afrique centrale, avec toutes les possibilités qui auraient pu exister pour ce pays-là, mais qui malheureusement n'existent pas, on est tenté de se dire comme vous qu'il manque quelque chose, sachant que le Gabon reçoit de l'aide reçoit de l'aide publique au développement, le Gabon se fait financer pour pas mal de choses, alors que... Donc, quand je vois des choses comme ça, effectivement, à certains moments, on a envie de se dire, et même si le Gabon avait pu régler ces questions d'existence, à côté du Gabon, il y a la Guinée. Guinée, ça va un peu mieux aujourd'hui. Il y a la Guinée, qui est pas très loin. Il y a des pays comme ça qui souffrent énormément. C'est-à-dire, si on revient à ce que je disais, de dire, est-ce que quand je place l'homme au centre, à ce moment-là, est-ce que Bongo n'avait pas des projets beaucoup plus humains à faire qu'à construire une basilique à Libreville? Donc, voilà un petit peu, je ne sais pas si je reprends totalement à la question, mais c'est de dire que on est un peu quelquefois dépité, mais je pense qu'il doit bien avoir des femmes ou des hommes qui portent des projets, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que c'est ces personnes-là qui essayent de donner une lueur d'espoir à cette Afrique-là. Et d'ailleurs, dans le livre, je le dis, c'est qu'à un moment aussi, moi je ne veux pas de ce regard-là qui ne prend l'Afrique que dans tout ce qu'il y a de cauchemardesque, dans tout ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a de pire. C'est de dire qu'en Afrique, il y a des femmes et des hommes qui nous émeuvent, qui nous touchent, qui sont humains, des femmes qui allaitent des enfants qui ne sont pas les leurs, dans des villes où le sida ravage des gens, des femmes, moi j'ai vu des caregivers qui marchent des kilomètres pour aller donner des soins à des malades atteints de sida, et quand on visitait ces personnes-là, on leur posait la question, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien. Elle dit, mais parce que ça aurait pu être moi. Tout simplement, moi je pense que ça c'est l'une des meilleures réponses qu'on peut donner à ce moment-là, parce que nous qui venons des sociétés où on fait des choses parce qu'on est payé ou parce que machin, moi j'avais du mal à comprendre. Pourtant je suis africaine, pourtant, mais je ne pouvais pas m'imaginer moi faire ce qu'elle faisait, tout simplement parce que je me dis, et si c'était moi quoi. Mais elle le faisait dans ce sens-là, et moi je pense qu'il y a encore des hommes et des femmes en Afrique qui sont capables de beaucoup d'humanisme, de beaucoup de générosité, et que tout n'est pas perdu. Donc, une rupture s'impose. Moi, je le pense. Et une rupture politique surtout. Ouais, très politique.